la suite donc du président exécutif, je voudrais à mon tour saluer la haute direction du parti, lui-même, le président exécutif, le secrétaire général, les vice-présidents, les secrétaires généraux adjoints et l'ensemble de toutes, je vois bien toutes les figures, les grandes figures de notre parti. Je voulais également saluer la presse pour sa présence remarquée et leur réitérer nos remerciements, ceux du président Laurent Gbagbo, parce que grâce à eux, la tribune du PPACI est devenue un instrument majeur de communication en Côte d'Ivoire, au point où des personnes s'y essaient. Et après avoir contrôlé l'exclusivité des médias d'État, se donner une portion léonine au niveau des médias privés, ils descendent sur nos terrains, nous leur disons bonne arrivée. Au moins nous avons la certitude qu'ils vont quitter leurs habitudes, parce que jusque-là, les débats politiques chez eux est très violent. Or, une tribune, ce n'est pas fait de violence. Donc, au moins, notre tribune aura servi à quelque chose dans le sens de l'éducation de la vie politique dont les RHDP en avaient sérieusement besoin. Pour notre part, comme l'a dit tout à l'heure le PEX, la tribune va se bonifier. Elle va se bonifier. Ils nous suivent, nous allons accélérer, on verra s'ils sont capables de nous attraper dessus notre rythme. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir fait de cet instrument un acteur majeur de l'espace médiatique. Nous avons deux sujets. Et le premier concerne l'appel les accusations assez graves, même pas assez graves, même très graves, portées par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, ce n'est pas leur problème. On dirait à Treichville, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est de deux choses l'une. Les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises et pour ne pas écorcher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous allons dire exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on les appelle, je crois, le président de la transition du Burkina Faso. Il faut que nous lisons exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons les preuves physiques et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis. C'est très précis. Ces propos ont été tenus le 11 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 18 et le gouvernement fait comme si rien ne s'est passé.
Mais il n'y a pas que ça. C'est que dans sa livraison du 9 juillet dernier, Le Monde a également dit ceci. Les États-Unis, chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le titre de l'article. Et voici ce qui est dit dedans. Abidjan a donné son feu vert à l'établissement d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiéné, située au nord-ouest du pays, près des frontières de la Guinée et du Mali. Voici l'article dit par Le Monde le 9 juillet 2024. Bon. Donc, de deux choses l'une également là-bas, soit le gouvernement viole la Constitution et les pouvoirs parce que le droit d'établissement d'une structure militaire relève donc d'une convention et cela relève donc de l'Assemblée nationale. D'un traité, il relève de la compétence de l'Assemblée nationale. Mais comme depuis 2010 dans ce pays, 2011, nous sommes dans une confusion qui est telle que nous nous demandons si nous sommes dans une république ou alors nous sommes dans une principauté. Ça, qu'on installe des bases, ou alors c'est des bases clandestines, encore ça c'est encore plus grave. Que les Américains viennent installer une base clandestine en Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que dans la réalité, nous ne sommes plus dans un pays. Donc ça aussi à ce niveau, l'une ou l'autre de ces options est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, comme si rien n'était, le gouvernement n'a pas réagi. C'est plutôt l'AFCOM, le commandement américain, africain des forces américaines en Afrique, qui a essayé par un démenti à l'agence Europa Press, a essayé de dire, bon, non, on n'a pas encore une base, mais on a encore quelques troupes qui se promènent ici, mais les troupes ne se promènent pas comme ça dans un pays. Les troupes d'un pays ne peuvent pas se promener sur un territoire d'un autre pays comme ça. C'est pas ici, c'est pas des vacances. C'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas une plage. Et encore même quand on va à la plage, on ne va pas en plage des fusils. Et donc, forcément, il y a un problème. Ça aussi, le gouvernement ne nous répond pas. Mais alors, on se pose la question, qu'est-ce qui peut justifier cette position? Il y a à peine 2 ans, si je me souviens, qu'il y a eu la crise des soldats détenus au Mali. Il y a plus de 2 ans. Où 46 de nos soldats, en tout cas réputés comme tels, ont été arrêtés, jugés, condamnés à des peines très lourdes, allant jusqu'à la peine à perpétuité pour des faits de déstabilisation du Mali. On sait tout ce que cela a comporté, toutes les implications de cette affaire. Nous en sortons à peine, les blessures commencent à se fermer, l'OMI on commence à oublier. Et puis subitement, comme si la tranquillité avec nos voisins est un problème qui dérange les RHDP, ben voilà, on nous crée cette situation-là. Et bon voilà, on nous dit qu'effectivement, non seulement on les accuse de faire déstabiliser les pays voisins, et en plus d'abriter une base militaire clandestine. Parce que comme je dis, une base militaire, pour qu'elle soit installée, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement des militaires se promènent dans ce pays-là, il faut bien qu'on explique dans quel des pays étrangers, qu'on nous explique dans quel cadre ils se promènent ici, comme l'a reconnu d'ailleurs le porte-parole donc de l'AFCOM. Mais ça, pour nous qui observions, le PPACI qui observons la vie politique en Côte d'Ivoire, ça ne nous étonne pas. La nature profonde du RHDP, c'était un parti violent. La gouvernance du RHDP était une gouvernance de belliciste. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder ces questions pour rassurer les Ivoiriens là-dessus.
Et donc cette façon de faire la diplomatie tranche vraiment de façon verticale et violente avec ce que nous avions, l'histoire diplomatique de la Côte d'Ivoire, fondée sur donc, la cohésion, fondée sur la paix et la solidarité avec les peuples. Mais on va plus loin. Lorsque vous écoutez bien le chef de l'État burkinabé, il insinue de façon évidente dans ses propos que nous agissons, c'est-à-dire notre gouvernement agit pour le compte des puissances étrangères. Ça, c'est encore une infamie plus grande qu'on jette sur notre pays. C'est-à-dire quoi? Dans un contexte géostratégique qui est difficile, qui se redessine, la Côte d'Ivoire a décidé de s'aligner avec des puissances étrangères contre des peuples africains. Vous comprenez pourquoi nous, en tant que PPACI, parti panafricain, on ne peut pas se taire sur ça. Se taire, c'est nous rendre complices, c'est même renier notre identité. Sur ce plan, on a besoin que le gouvernement nous parle, qui rassure les Ivoiriens. Il ne peut pas se taire comme ça là-dessus. Il ne peut pas se taire là-dessus. Surtout que, de façon sous-jacente, il y a une question de terrorisme derrière. Ça, pour nous, cela est inacceptable qu'un gouvernement se comporte de cette façon, vis-à-vis de son peuple. C'est pourquoi le PPACI, d'ailleurs, ne comprend pas non plus le motif de la CEDEAO. Vous faites des démarches en direction des pays qui ont dit « nous ne voulons plus la CEDEAO parce que vous vous comportez de sorte que nous ne nous sentons plus à l'aise dans cet espace ». Ben, vous faites des diplomaties souterraines pour essayer de les raisonner et des envoyer donc de les raisonner. Et puis, au moment où vous faites ça, on accuse un pays, et non les moindres, l'une des puissances de la sous-région, de vouloir déstabiliser. Et là, la CEDEAO, personne n'en parle. Mais finalement, dans cette affaire, est-ce que vraiment ceux qui font la démarche pour ramener nos frères qui tentent de quitter, qui quittent la CEDEAO, ils sont sérieux dans leur démarche? Parce qu'on ne peut pas faire cette démarche-là. On ne peut pas faire cette démarche. Chez nous, on dit tu ne peux pas mettre le pied sur une pièce de 100 francs, et pour nous, on n'a qu'à chercher la pièce de 100 francs. Mais on va tourner, on ne va pas la trouver. Parce que toi, ton pied est là-dessus. Ce n'est pas acceptable, ça. C'est pourquoi, donc, après avoir analysé tout cela, le PPACI dénonce et juge inacceptable le silence que le gouvernement ivoirien observe sur les accusations très graves et qui portent d'ailleurs atteinte à l'intégrité, à l'honneur de notre pays. Il juge ce silence méprisant. C'est du mépris pour le peuple. C'est du mépris total pour le peuple. Il interpelle vigoureusement le gouvernement pour qu'il donne des explications sur cette affaire-là. Elle est trop sérieuse pour que le gouvernement se taise là-dessus. Elle exige également, le PPACI exige également des explications sur la base, sur l'information, parce que ce n'est pas une rumeur, puisque c'est un journal qui a titré, de l'existence, en tout cas réelle ou à venir, d'une base militaire étrangère en Côte d'Ivoire située à Odiné. Ça, il faut qu'on donne des explications. Nous ne sommes pas les obligés du gouvernement du RHDP. Nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'être informés. Et nous demandons au gouvernement de regarder l'histoire de la diplomatie ivoirienne et de quitter dans cette diplomatie bellicite. Et je crois que déjà, le président Laurent Gbagbo avait déjà dénoncé cela lorsque les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, avait dénoncé effectivement la diplomatie bellicite de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec nos pratiques. Et demande une enquête parlementaire. Nous allons certainement demander à nos députés que cette question-là, à la rentrée parlementaire, il faut qu'on la pose. Il faut une enquête parlementaire sur cette question-là. On ne peut pas s'asseoir comme ça, puis bon, les gens ils font comme si c'était dans leur cuisine entre une affaire d'État, entre petits copains. Ça ne marche pas comme ça dans un pays. Donc, institutionnellement, en plus de ce que nous faisons
au niveau médiatique, au niveau parti politique, dans les institutions de l'État, nous allons demander qu'effectivement, qu'il y ait une enquête parlementaire sur cette affaire-là, parce qu'elle est très sérieuse. Et puis, nous nous inquiétons également du silence de la CEDEAO. Ce silence incompréhensible. Chers amis, voici sur ce premier point notre position. Ce sont des accusations graves, elles ne peuvent pas passer sous silence, et il faut bien que le peuple soit informé et qu'on comprenne tous les dessous de ces accusations. C'est d'autant plus important que nous allons à des élections. Dans 1 an et demi, nous allons à des élections. Il faut que nous allions à ces élections de façon sereine. Or, et ce sera le deuxième point, quand nous observons la liste électorale, l'évolution de la liste électorale, ce sera le deuxième point de notre intervention, nous sommes inquiets. Nous sommes même très inquiets. L'avantage des statistiques, c'est de restituer au moins les ordres de grandeur, mais au moins de diriger la compréhension des choses sur les ordres de grandeur. C'est l'avantage des statistiques. Et nous avons la liste électorale qui a été publiée, on a eu un ami nous a envoyé, de l'évolution de la liste électorale de 2015 à 2023. Mais apparemment, il y a des situations qui méritent quand même qu'on s'inquiète. Premièrement, la moyenne de progression sur ces 10 années, on pourrait dire ces 8 années, c'est 21%. C'est-à-dire de 2015 à 2023, la liste électorale a évolué de 21%, la moyenne. Mais on est quand même curieux de savoir pourquoi chez nous là-bas, nous, on avance trop vite par rapport aux autres. Quand il dit chez nous, je parle de chez moi, je parle du Nord. C'est de ça que je parle, c'est ça qui est le problème. Ça fait partie de nos inquiétudes. On va vous donner les chiffres. On va donner seulement les chiffres et chacun fera son commentaire. Alors, comme c'est des chiffres, je vais être précis. D'abord, dans ce tableau, on va vous dire ceux qui sont tout juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. Vous trouvez le Cavali, le Gbeke, le Sud-Komoué, le Gontougou, la Mé, la Bagoué, la Nyebi-Tchassa, le Hambol, l'Indénié. Ils sont dans la fourchette entre de 20 à 25% d'évolution. Mais ceux que je vais citer, les meilleurs, et ils sont à plus de 30%, entre 30 et 50% d'évolution. Les meilleurs de l'école de l'Église. Aussi paradoxal que cela se trouve, on les trouve dans le Bafing, dans le Folon, dans le Kabadougou, dans le Poro, dans le Béré, dans le Boukani, dans le Worodougou et dans le Tchologo. C'est-à-dire au-dessus du 7e parallèle, la Côte d'Ivoire. Chez nous. Chez nous. L'évolution de la population. Et ça, vous l'apprenez de façon globale. On va vous donner les chiffres détaillés. Alors, le Denguélé a connu une progression de 39,65%. La Savane, c'était l'ancienne appellation, les districts, 29,83%.
Le Woroba, vers au Guinée, 37%. La moyenne, c'est 20-21%. Mais nous, on est là-bas déjà. Mais ce qui est frappant, c'est que cette progression-là, quand vous la regardez de façon analytique, vous la regardez dans les détails, elle est vertigineuse à partir de 2018, en 2018-2020. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On donne un exemple. Le béret, Kunaïri, voilà. Entre 2015 et 2016, il y a seulement 2,6% de croissance de la population. À partir de 2018, elle est passée à 15,5%. C'est-à-dire de 2018 à 2020, elle a accru de 15,8%. Là où de 2014, de 2015, elle avait fait 2,6%. Écoutez très bien. La Bagoué, c'est chez Navigué. C'est chez Navigué. Qui passe de 0,3% de 2015 à 2016, qui se maintient un peu à 3,7% en 2015 et 2018, et puis pouf, 2019-2020, elle augmente de 13,6%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Tchologo, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le Tchologo, c'est vers Ferké. La part du Ferké qu'on appelle le Tchologo. Qui passe de 1,8% de 2015 à 2016, 3,5% en 2015-2018, et puis pouf, 21,7% 2018-2020. Le Poro, chez mon grand frère Malik, qui passe de 2,3% en 2015-2016, 4,2% en 2016-2018, 30% 2018-2020. Franchement, même si, donc, voici des situations qui ne peuvent s'expliquer autrement que par une manipulation de la liste électorale. C'est quand même impensable que tout le reste du pays, la liste électorale évolue de façon assez, je dirais, bon, dans un rythme plus ou moins modéré. Et puis, voilà, chez nous, ça s'accélère. Chers amis, mais 2018-2020, ça vous dit rien? C'est le troisième mandat. Comme on n'était pas sûr que les gens vont nous soutenir, on s'est créé un électorat fictif ailleurs. D'où la certitude contenue dans ces propos, c'est bouclé, c'est géré, c'est calé. Un coup KO. C'est ça. Et ça arrive encore dans notre liste électorale. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous soyons si prolixes là-bas? Si fertiles, mais encore que ça suppose que ce stock-là existait avant, puisque ce n'est pas des nouveaux-nés qu'on a pris. Donc ça suppose que c'est un stock qui existait avant. Mais ce stock-là était où pour subitement se retrouver là-bas? Soyons sérieux. Et quand nous disons ça, nos amis de la CEI pensent qu'on est contre. Non, personnellement, j'ai beaucoup d'amis avec eux, on a des amitiés avec eux. Mais ça là,
On ne peut pas continuer de fermer les yeux sur ça. On ne peut pas continuer. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont leurs chiffres à eux. Ce sont nos chiffres à eux. Et vous allez voir les zones les moins qui avancent le moins. Vous allez comprendre. Il y en a qui n'avancent pas dans leurs calculs. Voilà. San Pedro, ça n'avance pas beaucoup. Ils ne font pas beaucoup d'enfants là-bas. Le Guémont, ça n'avance pas. Bon, peut-être il y a une autre explication, ça on ne va pas le dire au micro, peut-être qu'on va le dire hors micro. Le Guémont, c'est chez les Ouais. La Nawa, tu évolues très péniblement chez vous. Voici les zones, les faibles zones. C'est quand même curieux, non? C'est quand même curieux, non? Donc, toutes ces bizarreries-là, qui s'ajoutent à certaines d'autres, nous donnent raison quand nous disons qu'il faut revoir la liste électorale. Si nous ne voulons pas faire des élections en Côte d'Ivoire de simples formalités pour légitimer la manipulation et le RDR, mais il y a une bataille à mener. Et dont le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, dont a parlé tout à l'heure le président exécutif. On ne peut pas aller à des élections avec ça et puis dire, bon, on va gagner. On ne peut pas, en tout cas le PPAC ne peut pas, nous l'avons déjà dit avec SAFE pendant les élections. En plus de tout ce que nous avons vu là-bas, les mamans avec 800 enfants, les pères avec 500 enfants, des personnes qui n'ont ni papa ni maman et qui sont sur notre liste électorale, des centenaires, même des bicentenaires, parce que 1800, c'est déjà des bicentenaires, qui sont sur notre liste. Quand on ajuste là, c'est pourquoi pour nous il est important que les Ivoiriens comprennent. Tous les problèmes qui naissent en Afrique naissent autour des questions des élections. Et ce serait lâche que nous fermons les yeux sur ça. À la limite, nous serons complices si nous fermons les yeux sur ça. C'est pourquoi le PPACI demande la refonte de la liste électorale. Ce ne sont pas des caprices. C'est parce que notre demande, notre requête repose sur une analyse factuelle de la liste électorale. J'ai écrit quelque part que mon ami, cher ami, Kubia dit, le président de la CEI, oui, il est mort, sur la liste, il ne vote pas. Mais écoutez, on vous dit, la loi a donné des consignes pour la liste. Mais pourquoi on ne met pas les bébés dessus? Laissez les bébés, dès que tu nais, on te met sur la liste électorale, puis les bébés ne votent pas. On vous dit, voici les conditions pour que vous figuriez sur la liste électorale. En tout cas, dans ces conditions que moi j'ai lues, quand tu es mort, tu n'es pas là-dessus. Ils sont là-dessus. Dis oui, je prends acte, ce sont des faiblesses, on va corriger. Mais on va dire non, non, ce n'est pas un problème parce qu'ils ne votent pas. Mais dans ce cas, mettez tout le monde. Mettez tout le monde dessus. Non. Soyons sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire, sur notre liste là, les morts peuvent figurer, mais il y a certains vivants qui ne peuvent pas figurer. Notamment le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les morts, il n'y a pas de problème pour les morts. Mais les vivants là, ils n'ont pas leur place sur la liste électorale. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça, chers amis. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Et il faut que
les Ivoiriens comprennent le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, comme l'a très bien expliqué le PEX. Il nous faut sauver ce pays-là. Un pouvoir, ça passe. Mais les blessures d'une société sont difficiles à cicatriser quand elles sont si payantes. Et sur ça, je pense qu'il doit y avoir une solidarité dans l'action politique autour de ces questions-là. Le PPAC demande cette solidarité. Nous n'allons pas aller à des élections comme ça, comme si, des moutons parmi nous, on va suivre et puis rien ne se fera. On ne va pas légitimer l'inacceptable. Chers amis, voici les 2 points qui me paraissaient essentiels. Les accusations du Burkina Faso qui méritent des explications et de cette liste électorale dont la progression particulière, paramétrée, nous inquiète et exige qu'il y ait un profond toilettage, une réforme de la liste électorale. Je vous remercie. Le président Laurent Gbagbo, selon le ministre Mamadou Touré, c'est comme un rapporteur, dit qu'il s'était octroyé lui aussi un découpage cousu à sa mesure. Alors, le problème avec nos adversaires de RHDP, il faut les comprendre. De RDR, il faut les comprendre. C'est vrai, c'est RDR. Il faut les comprendre. Ils ont une excuse, même si elle n'est pas absolutoire, mais on leur accorde cette excuse. C'est que depuis 2000, au moment où le président Laurent Gbagbo s'attelait à construire la République, eux, ils avaient un autre plan. Donc, ils étaient tellement occupés à faire ce plan, préparer ce plan, qu'ils n'ont même pas vu, ils ne sont informés de rien, en dehors de leurs préparatifs pour le maquis. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ne peut pas dire ça. Qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas dire ça. Mais on va leur rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo a été élu le 26 octobre 2000. Et tout le monde sait dans quelles conditions. Ce n'est pas lui qui avait établi la liste électorale sur laquelle il a été élu. Ce n'est pas lui. La preuve, c'est que quand on allait au législatif, on allait au coude à coude avec le PDCI. On est allé au coude à coude avec le PDCI. Mais si le président Gbagbo avait décidé de donner 10 députés à Maman, il aurait 10 députés à Maman. Voici les réalités. Nous sommes allés aux élections municipales avec la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo était candidat. Nous avons perdu ces élections en 2003. Le RDR a eu beaucoup de communes. Donc, quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, on se tait. Et puis c'est mieux, on demande, on s'informe et on vous informe. Quand nous sommes allés au dialogue politique, la question a été posée par tout le monde. On dit, qu'est-ce qui a justifié que vous changiez du coup le mode d'évaluation du découpage électoral? Qu'est-ce qui peut justifier que ici, la moyenne pour être élu maire, c'est 57 000 voix, et là-bas, dans certaines zones, c'est 2000, 1500 voix. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier que ici, pour être député à Abidjan, à Gagnoua, à Zopé, il faut un minimum, la moyenne électorale des voix, surtout autour de 25 à 30 000, et le même député, là-bas, c'est fait avec 2000 voix. Qu'est-ce qui justifie ça? Ça, excusez-nous. Alors ils ont dit non, on a essayé de faire des arrangements. On dit, c'est quoi les arrangements? Le principe de base de la démocratie, c'est la population.
tous les autres éléments, ils viennent tout simplement pour corriger. Donc, l'élément de pondération ne peut pas être l'élément fondamental. Il va être l'élément fondamental. Ça aussi, ça relève la bonne logique. Ça relève la bonne logique. Donc, ce qu'il dit, accordez-lui l'excuse de... Bon, je n'irai pas jusque là-bas, c'est un ministre, mais il ne le sait pas. Bon, c'est la même chose, hein, mais je le dis élégamment, quoi, autrement. Oui. Madame de l'AFP, les propos du chef de l'État burkinabé le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Il n'a pas dit le RADP ou le RDR. Ce que Adjoumani est venu dire là, ça n'engage que eux, leur parti politique, mais pas la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire et donc c'est le gouvernement qui doit répondre. Voilà la différence. Mais évidemment, dans leur confusion, ils vont finir par croire qu'ils sont un parti État, donc ce qui se fait à la rue Le Pic, c'est la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça concerne les militants de RDR. Si ça ne passe pas, la liste électorale, nous la dénoncions. Chers amis, la politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et il faut que nous travaillions à créer le rapport de force qui nous permet de justifier, d'obtenir ce que nous voulons. Surtout que ce que nous réclamons relève de la justice et de la morale. J'ai écouté mon ami, je l'aime bien, c'est vraiment un ami, moi je ne capte pas mes amitiés. Cuibert, c'est un ami. Je l'ai écouté, mais j'ai deux problèmes avec lui. Mais je vais lui dire, hein. Mais comme je vais lui dire en cachette, je vais lui dire ça publiquement pour qu'il sache ce que je vais lui dire en cachette. Il y a deux problèmes avec lui. Il dit, à moi, c'est le gouvernement qui a signé ces accords avec pour la Cour africaine des droits de l'homme. Écoutez, moi, c'est vrai, je reconnais, pour une fois, il reconnaît que cette décision s'impose à la Côte d'Ivoire parce que ça relève d'un traité donc, qui est supérieur donc, en termes de normes à toutes nos décisions internes. Et donc, il attend que le gouvernement lui dise ce qu'il y a lieu de faire. Vous êtes commission indépendante ou vous êtes des commis de l'État? Voilà le problème. Pourquoi, pour la révision de la liste électorale, la CEI écrit au ministère de l'Intérieur pour dire, donnez-moi la liste des gens qui sont morts, ainsi de suite. C'est la procédure, hein. Ils écrivent au ministère de la Justice pour dire, donnez-moi les condamnés, ainsi de suite. Et puis, ça s'arrête là. Et il n'a qu'à écrire à tout le monde. Est-ce qu'il a écrit au ministère des Affaires étrangères pour dire quelle est la situation du président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il a consulté la CEI puisqu'il reconnaît que la Cour fait partie intégrante des structures internes? Est-ce qu'il a écrit à la Cour? Et c'est ce que nous dénonçons. Rappelez-vous qu'en parlant des élections municipales, parce que n'oublions pas ça, la CEI a fait faire sortir un communiqué pour la distribution des communes, le découpage des communes. L'heure qui a suivi, un gouvernement est venu sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est pas sérieux. Donc on n'a qu'à retourner au ministère de l'Intérieur, c'est fini. Le deuxième problème que j'ai avec mon ami Cubain, c'est que mais il n'est pas propriétaire de la liste électorale. Toi, tu es arbitre. Des personnes disent, des compétiteurs disent, cette liste, on a un problème. Et toi, tu dis, non, 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 elle est bonne. Mais toi, ton rôle, elle est quoi? Tu n'es pas compétiteur. On te dit, la liste n'est pas bonne. Et qu'on veut une réforme, il faut un audit. Tu dis, non, 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 que la révision, c'est suffisant. Mais ça, c'est une opinion personnelle. On ne peut pas être arbitre et avancer ses opinions personnelles. Si le PDCI, le PPACI, un des partis de l'opposition disent cette liste-là, elle nous pose problème, le président de la CEI, qui veut être correct et normal, ok, je prends acte,
il faut que nous trouvions les moyens pour corriger. Non, on ne vient pas justifier. Ce n'est pas toi qui as fait la liste. Toi, tu as quel problème? Et quand on va dire que tu es militant, tu dis non, tu n'es pas militant. Mais c'est des opinions personnelles que tu émets dans une affaire qui concerne des compétences dont tu es arbitre. Ça ne passe pas. On va faire comme l'arbitre de mon village qu'on avait corrompu pour gagner un match. Et puis il a donné pénalty, 3 fois pénalty. Notre tireur, il a raté les deux premiers pénalty. 3e pénalty, il veut venir, toi là, tu ne tires pas. Non, non. Il dit, est-ce que tu es le seul joueur? Quitte là-bas, il ne faut pas tirer. Mais c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Donc, ça rejoint le problème de la liste électorale. Il y a des opinions qui sont de nature à effaroucher. Et quand elles viennent de la CEI, elles ne rassurent pas. C'est ce que nous disons toujours à nos amis de la CEI. Nous ne sommes pas contre eux. Nous ne les accusons pas de quoi que ce soit, mais c'est leur réaction et leur fait au quotidien qui justifient notre position, ou du moins nos suspicions vis-à-vis d'eux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler à renverser la liste, le rapport de force. C'est notre rôle, c'est pourquoi le président Gbagbo nous a nommés. C'est pourquoi il nous a nommés. Qui président exécutif, président CSP, secrétaire général, qui vice-président. Notre rôle, c'est de ça. Travailler à changer. Parce qu'il n'est pas juste que nous nous accommodions avec l'injustice. Ce n'est pas acceptable. Or, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à arrêter le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Je pense qu'il y a des amusements après qu'à certaines limites. Bon, on arrête des amusements quand même. Et donc, je vais répondre à la fois à la question de la liste électorale, qu'est-ce que nous faisons? Et puis, si le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, qu'est-ce que nous faisons? Et également sur la question de l'audit. Nous sommes même pas, nous allons auditer. Il y a eu des audits dans certains pays. Il y a l'expérience des audits quand même, qui font la révision. Au Sénégal, il y a une audit de la liste électorale. En Guinée, il y a la révision de la liste. Il y a 2 millions de personnes qu'on a trouvées qui n'étaient pas sur la liste électorale, on les a enlevées. Et il n'y avait pas de révision là-bas. Il n'y avait pas de révision. Non. Soyons sérieux. Le président Laurent Gbagbo s'est battu avec ses camarades pour qu'on ait un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter s'asseoir que les gens vont la fossoyer de cette façon-là, parce que ça ne leur convient pas, parce que ce n'est pas dans leur ADN, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils conçoivent la vie démocratique. Nous allons nous battre. Et parce que lorsqu'il y a une injustice, on se bat et on la combat. On ne va pas démissionner sur cette affaire. Nous n'avons pas démissionné. Comme nous l'avons dit, nous n'avons qu'un seul candidat. Soit nous battons, soit alors on ne va pas aux élections. Or, on veut aller aux élections. Et on veut gagner les élections. Donc, on n'a pas le choix. On doit se battre jusqu'au bout. Chers amis, voilà un peu ce que nous voulons dire. Merci pour votre présence.